Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. L'essence nous joue des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi, et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière, où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague?
Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Imagine que tu joues à un jeu vidéo avec un monde vaste et ouvert. Il peut s'agir d'une seule grande ville ou d'une planète entière. Dans ce monde, beaucoup de gens marchent et les voitures roulent. Les oiseaux volent et les animaux courent. Ce jeu nécessite une grande puissance de calcul pour fonctionner correctement. Et pour optimiser cette puissance, le jeu fonctionne de telle sorte que tu ne vois le monde développé que lorsque tu le regardes. Par exemple, dans le jeu, tu conduis une moto. Tu vois un monde ouvert devant toi, mais derrière toi et dans les endroits où tu ne regardes pas, ce monde n'est pas complètement chargé. Si tu chargeais le monde dans son ensemble avec tous ces millions de détails simultanément, cela demanderait beaucoup trop de puissance à l'ordinateur. Le monde n'est donc chargé que dans les endroits où tu le regardes. C'est ainsi que les jeux optimisent la puissance. Parfois, l'image ne se charge pas immédiatement une fois que tu la regardes. Par exemple, tu te tournes rapidement et tu remarques que la carte du jeu est brouillée. Mais une seconde plus tard, elle apparaît nettement. À cause de la faible puissance de l'ordinateur ou d'une carte graphique insuffisante, l'information n'a pas eu le temps de se charger, ou bien quand tu t'approches d'un grand bâtiment à distance, tu vois d'abord le contour de ce bâtiment et à mesure que tu t'en rapproches, tu commences à distinguer de plus en plus de détails. Cela nous amène à l'expérience des fentes de Young. L'acte même de l'observation provoque l'effondrement de la fonction d'onde de probabilité sous forme de matière. La conclusion fut donc que la matière n'existe pas indépendamment de l'observation ou de la mesure, bouleversant ainsi complètement la vision matérialiste. Le bon sens qui voudrait que les objets existent de manière objective, indépendamment de notre observation, devient obsolète lorsque l'on considère la physique quantique. Les mesures quantiques ne collent pas avec l'idée d'une réalité objective. Au lieu de passivement l'observer, en vérité nous créons la réalité. Encore dit autrement, une réalité indépendante de l'observation n'existe pas. Jusqu'à nos jours, la physique quantique est une des théories les plus solides. Elle explique beaucoup de phénomènes que la physique classique n'explique pas, et un grand nombre d'expériences confirment tout ce que l'on attendait. Néanmoins, beaucoup ont essayé et essayent encore de faire une distinction entre le monde quantique et le monde macroscopique. Pourtant, les inventions modernes qui reposent sur la mécanique quantique, telles que le laser, le transistor, le circuit intégré, permettent de faire fonctionner nos ordinateurs. Si on considère les atomes comme les blocs de construction de l'univers macroscopique, on ne peut pas séparer les deux. Dire que le monde macroscopique échappe aux lois du monde quantique, c'est un peu comme dire qu'une maison échappe aux forces qui agissent sur les briques qui la composent. Toutes les choses que nous appelons réelles sont faites de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Très schématiquement, les stimuli sensoriels tactiles, lumineux, sonores, chimiques, olfactifs et gustatifs captés par les récepteurs de la perception, la peau, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, sont véhiculés à travers l'arborescence nerveuse jusque dans le complexe central cérébral, depuis lequel elles seront redistribuées dans les lobes cérébraux afin d'y être interprétées. Ce centre de la perception qui trouve son siège au cœur du cerveau, et ce terme semble approprié, est composé du diencéphale ainsi que de ses connexions avec le système limbique et le corps calleux. C'est là que réside le thalamus qui relaie les fonctions motrices et sensorielles entre le corps et le cortex cérébral, les zones périphériques du cerveau, ainsi que la régulation de l'état de veille, de la vigilance et du sommeil. Toute l'activité de perception sensorielle du corps, et d'ailleurs pratiquement toutes les informations descendant du cortex ou y montant, passent d'abord par cet ordinateur central.
Et chose intéressante, le plan de coupe de cet ensemble ressemble à s'y méprendre à un fameux dessin datant de l'Antiquité égyptienne qui était alors l'emblème de la connaissance, nommé Irt Udiyat, qui signifie l'œil préservé ou l'œil complet, vulgarisé de nos jours sous le terme d'œil d'Horus, et d'ailleurs encore utilisé comme emblème par des confréries qui gravitent autour des sphères du pouvoir politique. Cette analogie paraîtra hasardeuse ou anodine à ceux qui ignorent que cet emblème est justement composé des glyphes représentant les 5 sens, et que chacun de ces glyphes dessine précisément la partie du complexe central cérébral dédiée au sens dont il est le signifiant. En effet, le point central qui forme la pupille de cet œil préservé a pour signification le sens de la vue, et correspond dans la réalité biologique du complexe central cérébral au point d'adhésion interthalamique par lequel précisément passe l'influx visuel avant d'être redistribué vers le cortex visuel pour y être interprété. Ce glyphe de la vue a été répertorié par l'égyptologue Alan Gardiner au XXe siècle dans sa classification hiéroglyphique sous le code G12. L'amande de l'œil ressemble à s'y méprendre au thalamus, du grec thalamos qui signifie chambre nuptiale, puisqu'il est caché dans la nuit de la chambre secrète ou sanctuaire du cerveau. Dans le hiéroglyphe de l'Irt Udiyat, cette amande se décompose en 2 parties. La conjonctive extérieure qui pointe vers l'oreille représente le sens de l'ouïe, D14 dans la classification de Gardiner. Elle correspond anatomiquement au corps géniculé médial du thalamus dédié à la gestion des données auditives. La conjonctive intérieure, proche du nez, est le glyphe de l'odorat, D11 dans la classification de Gardiner. Les voies olfactives sont les seules voies à ne pas faire relais d'abord dans le thalamus, mais les informations traitées dans le cortex olfactif entrent dans le thalamus antérieur. Tout comme la pupille de notre glyphe est le point de connexion entre les 2 conjonctives qui forment l'amande du thalamus, scindée en son centre pour le plan de coupe, l'adhésion interthalamique à laquelle cette pupille correspond est le point d'achoppement des 2 parties du thalamus dans le cerveau. 2 éléments qui n'ont aucun rapport apparent avec l'œil du visage, le glyphe de la tache du faucon et le glyphe de la plume du faucon sont pourtant bien rattachés au bas de l'amande dans le hiéroglyphe de l'œil régénéré. Cette particularité semble nous indiquer qu'il y a bien ici des informations à chercher au-delà des apparences. La plume de faucon pèlerin qui s'enroule, D15 dans la classification de Gardiner, correspond au niveau du plan de coupe du complexe central cérébral au bulbe rachidien ou moelle allongée qui régule des fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la respiration et la pression artérielle en connectant le cerveau à la moelle épinière, tel le pédicelle d'une fleur qui fait la jonction entre la tige et la corolle. L'enroulement de la plume signifie ainsi le déroulement de la moelle épinière dans le prolongement du bulbe rachidien, économisant notamment l'espace pictural dans cette codification et signifiant l'idée de queue que l'on trouve chez la plupart des animaux et dont le reliquat se situe au niveau du coccyx humain, à l'extrémité de la colonne vertébrale, où prend fin le faisceau de nerfs dit queue de cheval, qui est le prolongement de la moelle épinière, cette dernière prenant fin dans la colonne vertébrale au niveau de la première ou deuxième vertèbre lombaire. Le glyphe de la plume de faucon qui s'enroule a pour signification le sens du goût. Et factuellement, la gustation a un lien particulier avec le bulbe rachidien puisque c'est lui qui traite initialement les signaux gustatifs captés par les papilles et transmis par les nerfs crâniens directement au noyau du tractus solitaire, dans le bulbe rachidien, où seront discriminées les saveurs avant d'être relayées vers le thalamus pour la conscientisation de cette perception et vers l'hypothalamus pour la régulation de l'appétit notamment. Le trait vertical en dessous de la pupille, qui est une tache de faucon pèlerin selon les égyptologues, le faucon qui est l'oiseau emblème d'Horus,
et référencé en D16 dans la classification de Gardiner, renvoie à l'hypothalamus, ce qui signifie sous le thalamus. L'hypothalamus joue le rôle essentiel de post-traitement des informations tactiles une fois celles-ci interprétées par le cortex somatosensoriel après avoir été relayées au niveau du thalamus via la moelle épinière qui les aura centralisées depuis les nerfs périphériques à partir des capteurs cutanés. Les réponses à la température vont être assurées en ajustant la transpiration, la vasodilatation ou les frissons. Celles à la douleur en libérant le cortisol et celles au toucher émotionnel et affectif en envoyant de l'ocytocine. Le glyphe de la tache du faucon pèlerin signifie le sens du toucher. L'hypothalamus et le bulbe rachidien sont étroitement liés puisque les réponses hormonales que ce premier envoie au corps passent par ce second. Comme nous venons de le comprendre, le bulbe rachidien joue également un rôle important au niveau du relais de la perception tactile. Et tout comme l'hypothalamus et le bulbe rachidien incarnent ensemble l'essence de l'arborescence spinale au niveau cérébral, les deux glyphes de la tache et de la plume du faucon pèlerin associés forment l'idéogramme classifié en D17 dans le recensement de Gardiner et qui se prononce TIT, signifiant forme, silhouette, figure, projet, conception, signe, écriture, hiéroglyphe. Comme si cette arborescence était l'écriture ou la signature informationnelle de la forme humaine. D'autre part, ainsi que ces deux glyphes s'attachent, les informations de la somesthésie et de la gustation passent par le bulbe rachidien, liant également concrètement ensemble ces deux formes de perception dans la réalité biologique. Pour finir, ces 5 centres de perception sont bien en contact sur le schéma avec la pupille comme ils le sont dans le cerveau avec le thalamus autour de l'adhésion interthalamique. Seul le sourcil, emblème de la pensée créatrice ou sagesse, est détaché, au-dessus, à l'instar de la pensée qui est le sens supérieur ou le sens des sens qui leur donne une direction, une orientation, telle une boussole. À l'instar du corps calleux, qui ressemble fort au sourcil sur notre plan de coupe du cœur du cerveau, qui relie les 6 lobes cérébraux entre eux en assurant le transfert des informations entre les 2 hémisphères qu'il coordonne depuis son siège en leur centre, permettant enfin de transmuter l'information sensorielle en abstraction émotionnelle et intellectuelle. La faisant, cette information sensorielle provenant du bas, et ce dit plus prosaïquement, monter au monde psychique supérieur. Ce schéma emblématique de l'Irt-Oudiyat représente bien sur une même ligne les sens de l'odorat, de la vue et de l'ouïe, tout comme leurs organes de perception réels sont alignés sur le visage. Pour être précis, sur le plan crânien, le conduit auditif externe est aligné avec le bas de l'orbite oculaire et le sommet de la cavité nasale. Sur le plan des capteurs sensoriels proprement dit, l'alignement se précise sur l'oblique du conduit auditif au globe oculaire qui passe par l'épithélium olfactif. Et le thalamus se situe bien au point de conjonction entre la ligne passant par les pavillons auriculaires ou sommet des oreilles et sa perpendiculaire dans le plan médian passant par la cavité nasale entre les lobes oculaires. Enfin, sur le plan extérieur du visage, le coin de l'œil va intercepter l'attache haute de l'oreille alors que la ligne qui part de l'attache basse des oreilles rejoint les narines. Et puis, ainsi qu'il est montré sur le hiéroglyphe de l'Irt-Oudiyat, la tache et la queue du faucon pèlerin viennent s'attacher par le bas en respectant les angles naturels de l'hypothalamus et du bulbe rachidien qui connectent par le bas dans le jeu des questions-réponses le cœur de l'ordinateur central du cerveau au véhicule biologique du corps humain qu'il pilote. Petite parenthèse au sujet du sacrum, c'est au sein de ce dernier que s'ancre le chakra racine, à partir duquel va se déployer le fameux serpent de la Kundalini, traversant successivement les différents chakras ou roues énergétiques lors de sa remontée le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra couronne, dont le siège est censé se situer dans la glande pinéale. Nous
mentionnerons pas ici les moyens de son activation dans les initiations antiques et modernes, qui jouent un rôle central dans toutes les traditions du monde, figurées par la pive de pain à laquelle elle ressemble effectivement. Il est bon de savoir que la glande pinéale, située juste au-dessus du thalamus, et qui notamment sécrète la mélatonine pour réguler le sommeil, libère également en grande quantité lors de la naissance, des expériences mystiques ou à la mort elle-même de la diméthyltryptamine ou DMT. Petite parenthèse au sujet du sacrum, le sacrum ressemble à un éléphant, raison pour laquelle on a attribué au chakra racine la divinité Ganesh, qui est le dieu à tête d'éléphant. Nous ne rappellerons jamais assez que la connaissance, avant la démocratisation grecque, était réservée à une élite sacerdotale et royale. Elle était codifiée de manière extrêmement concentrée à travers les mythes et les arts visuels, comme le disent les ethnologues et les historiens. Originellement, l'œil restauré provient du combat mythique entre Horus, le dieu du ciel et de la royauté, contre Seth, qui est le dieu du chaos, pour venger Osiris, son père qui était le dieu de l'autre monde. C'est durant ce combat que Seth a arraché l'œil d'Horus et c'est Thoth, le dieu de la connaissance, qui l'a restauré. Chacune des parties de cet œil restauré ou œil complet est devenue un emblème de mesure dans le monde égyptien à partir de leur système mathématique fractionnaire. L'œil représente l'unité, la totalité, et chaque partie en est une fraction. What do you believe you've seen? Car dans la mentalité des anciens Égyptiens, rien n'existait au-dessus de l'unité de l'être éternel et infini qu'ils nommaient avec humilité et déférence l'être que l'on ne peut nommer, puisque rien ne peut cerner ce qui n'a pas de limite. Dans cette logique, la multiplicité de tout ce qui se dénombre dans le monde matériel n'est en effet qu'une fraction, une fractale, de cet être unique. Et c'est depuis ce réassemblage des parties en un tout unifié que les sens de la perception ont été attribués à cet œil d'Horus pour former la totalité des capacités humaines inhérentes à la connaissance et à la prise de contrôle de l'humain sur le royaume terrestre. Hécat, le nom de ces unités de mesure, provient de Héka, l'énergie de la pensée créatrice et pouvoir d'action, traduit vulgairement en magie, qui s'exprime dans l'humain à travers les capacités sensorielles et cognitives. D'ailleurs, on retrouve bien l'élément central du hiéroglyphe de la Héka comme élément principal constitutif du hiéroglyphe de Ptah, l'un des noms du dieu créateur de l'univers spatio-temporel qui lui-même n'est qu'une manifestation de l'unité éternelle et infinie. Et c'est l'être unique que l'on ne peut nommer qui est la source de la Héka. À celles et ceux qui se seront fait une idée apparemment définitive et suprême de l'univers intellectuel des anciens Égyptiens à travers les manuels scolaires et autres bandes dessinées qui rétrospectivement semblent rivaliser à un niveau presque égal, nous proposerons les quelques citations suivantes. Jean Leclan, qui est le doyen et le plus éminent des égyptologues français, a écrit dans l'Encyclopædia Universalis « L'unification du divin est perceptible dans la religion égyptienne avec une puissance unique s'incarnant dans la multiplicité des formes divines. » Pierre Montet, égyptologue, a écrit dans son livre intitulé « De Champollion à Mariette » En dépit des apparences, les Égyptiens avaient cru au Dieu unique. Cette idée a toujours eu et a toujours des partisans parmi les égyptologues les mieux informés. Salluste, l'historien romain du 1er siècle, dans son livre Historiae, nous dit « Le style bizarre des récits mythiques pique l'intelligence et avertit par leur absurdité apparente que la chose ne doit pas être prise à la lettre, mais qu'il y a quelques vérités et des idées sages cachées sous ce voile mystérieux. Et pourquoi ces mutilations, ces meurtres, ces adultères que la fable impute aux dieux? N'est-ce pas évidemment afin que l'esprit du lecteur soit averti par cette absurdité même que ces récits ne sont qu'une enveloppe et un voile, et que la vérité qu'ils couvrent est un secret? Le but que l'on s'est proposé a été d'exercer l'esprit de celui qui étudie ces allégories et qui en veut pénétrer le sens.
Et nous finirons avec cette citation de Giovanni Braccesco, médecin, prêtre et alchimiste de la Renaissance, dans son ouvrage L'exposé du philosophe Geber. Les anciens dissimulaient les secrets de la nature, non seulement dans leurs écrits, mais aussi dans des tableaux variés, des caractères, des chiffres, des monstres et autres animaux diversement dépeints et transformés, et à l'intérieur de leurs palais et de leurs temples, ils peignaient ces fables poétiques, les planètes et les signes célestes, avec beaucoup d'autres signes, monstres et animaux. Ils n'étaient compris de personne, sauf de ceux qui connaissaient ces secrets. Et comme disait l'autre, que ceux qui ont l'intelligence entendent. Bien sûr, il serait présomptueux d'envisager que la connaissance précise du fonctionnement cérébral récemment rendu accessible grâce à la technologie moderne n'aurait pu être à la portée d'une civilisation qui aura édifié la 7e merveille du monde, à savoir la grande pyramide de Khéops, encore debout après des millénaires et 4 séismes recensés, dont nos plus grands ingénieurs en génie civil reconnaissent humblement que cette même technologie moderne ne saurait permettre d'édifier. Civilisation dont nous savons en outre que la médecine pratiquait la césarienne, la lobotomie et toutes les opérations chirurgicales les plus pointues, sans parler de l'extraction des organes lors de l'embaumement. Autrement dit, il est certain qu'ils possédaient au moins les connaissances précises de toute l'anatomie humaine. Prenons conscience que le fait par exemple de croire qu'ils n'avaient pas disséqué un cerveau relève d'une mentalité arriérée et puérile, et constatons dans quelle dissonance cognitive nous aura projeté la vision simpliste de l'histoire dite conventionnelle au sujet des civilisations qui nous ont précédés. Mais après tout, si certains s'estiment plus intelligents à penser qu'ils descendent et héritent d'imbéciles, peut-être se donnent-ils par là raison à eux-mêmes. Ici, on voit l'Irt Udiat relié à Thoth qui personnifie la connaissance et sa dimension mystique, représenté sous 2 de ses formes, l'ibis anthropomorphisé et le babouin, qui fait référence au lien avec la dimension simiesque de la forme humaine. La barque symbolise le passage du monde physique concret au monde psychique abstrait, opéré dans le mystère du complexe central cérébral. Et s'il y a activation de la glande pinéale, la conscience embarque alors pour le monde de l'esprit. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde. Ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez, mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Les atomes ou les particules élémentaires elles-mêmes ne sont pas réelles. Elles forment un monde de potentialités ou possibilités plutôt que des choses ou des faits. Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous voyons comme existant suppose la conscience. La conscience ne peut être décrite en termes physiques, car la conscience est absolument fondamentale.
l'étude du monde objectif nous mène à la conclusion scientifique que le contenu de la conscience est l'ultime réalité. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte. Je vais rebondir sur conscience puisqu'on va justement peut-être détailler un peu plus. C'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. Peut-être parce qu'à l'école on suit des croyances que vous appelez pseudo-scientifiques, et notamment sur la primauté du cerveau sur tout ce qui se passe, toutes nos représentations du monde, alors que finalement ça serait l'inverse. Ça serait d'abord la conscience avant le cerveau. Mais vous allez le dire beaucoup mieux que moi, je le sens. Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l'École centrale Paris et de l'Institut de physique du Globe. Il est docteur en physique du rayonnement et directeur de recherche. Il exerce son activité au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, où il est ingénieur de recherche hors classe. Il aura par ailleurs reçu la médaille de cristal du CNRS en 2001. Et en fait, il y a des croyances scientifiques qui deviennent des croyances pseudo-scientifiques parce que la science a fait des progrès et que, finalement, on s'aperçoit que c'était faux. L'idée que la conscience pourrait être le produit du cerveau, ça fait des décennies que des chercheurs tout à fait sérieux travaillent sur des théories pour essayer de comprendre comment peut émerger la conscience, mais rien à faire. Et donc on s'aperçoit que finalement on est petit à petit en train de passer dans un nouveau paradigme où il faudrait remettre la conscience au premier plan. Pour le résumer, c'est tout simplement de dire que il ne peut pas y avoir de conscience sans conscience de cette matière, donc il y a lieu de mettre en premier la conscience et après la matière. C'est d'arriver à comprendre que la matière est une propriété de la conscience. Et ce qui nous invite à comprendre ça en physique, c'est le fait que les physiciens détruisent les notions de matière, non seulement de temps, mais aussi de matière et d'espace. La physique nous invite à penser que l'espace n'existe pas. En fait, c'est logique, il ne sert à rien. À partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous avez la fabrication de l'espace global. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Citation issue des pensées de Blaise Pascal, philosophe, mathématicien et physicien de 1660. Mais ces considérations remontent à beaucoup plus loin dans le temps puisqu'on les trouve dans les textes fondateurs de l'hindouisme, les Védas, qui datent d'il y a plus de 7000 ans, et dans lesquels l'être unique, qui est la conscience cosmique absolue, a manifesté le monde matériel de l'espace et du temps comme une émanation de sa pensée. Et il sera anodin de noter qu'une statue de Shiva a été posée à l'entrée du CERN, là où se trouve le collisionneur de particules. À partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous avez la fabrication de l'espace global. Alors il faut simplement différencier conscience individuelle et conscience collective. Conscience individuelle, c'est la conscience que vous avez par exemple durant vos rêves. Je parle de rêves réalistes, ceux où on se réveille le matin, on se demande quelle est la vraie réalité. Et vous avez la conscience collective, et ça ne pose pas de problème, le fait qu'elle soit collective. Imaginez que nous ayons chacun une bulle individuelle de conscience, on l'a puisqu'on l'a dans les rêves, et que notre réalité est ce qui fabrique collectivement, qui réunit toutes nos bulles de conscience pour fabriquer une seule bulle qui du coup est beaucoup plus rigide, qui paraît beaucoup plus tangible parce qu'elle accumule des milliards, peut-être de milliards, et pas forcément que des êtres humains, de point de vue d'observateurs de la réalité. C'est-à-dire que ce sont simplement les myriades d'observateurs de la réalité qui construisent notre espace global. Et on n'a pas besoin de créer d'un autre espace. Et en plus, ça permet de mieux comprendre les bugs de l'espace de la physique. Et en plus, de grands physiciens tels que Carlo Rovelli, qui travaille sur ce qu'on appelle la gravité quantique, mais je ne veux pas vous embêter avec ça,
nous disent qu'il faut aller vers une théorie qui élimine l'espace et la matière, parce que l'espace et la matière seraient émergents. Le temps, mais la matière aussi, du fait, parce que la matière serait réduite à de l'information vibratoire. Bon. Autre rappel important, toutes les traditions spirituelles sur les 5 continents partent du principe que l'univers a été créé et est sous-tendu par la vibration, le verbe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut partir. Ce nouveau concept consiste à considérer comme plus rationnel que le paradigme dans lequel nous vivons et qui nous emmène dans un mur, le nouveau paradigme dans lequel l'espace, c'est l'espace de notre conscience collective. La matière est une propriété de la conscience. L'intellect n'est pas un jouet. Les concepts ne sont pas des friandises avec lesquelles on pourrait quelque temps se distraire avant que de s'en retourner à ses mondaines activités. La vérité n'est pas affaire d'opinion, mais chose sérieuse. La plus sérieuse. La seule. La conscience de ce qui est réel ne devrait-elle être l'aspiration ultime de tout être en capacité de s'estimer digne de ce nom ? Et quoi, rien d'autre n'est réel que mes œuvres en ce monde, se dit l'humain mortel. Rien d'autre que les informations perçues par les capteurs sensoriels de mon corps, autrement dit les influx électriques filtrés par les noyaux thalamiques pour informer le cortex de mon encéphale. Autrement dit, de l'énergie. Cette même énergie qui stimule mon intellect dans les régions abstraites du néocortex pour l'autoriser à comprendre par la dimension quantique de la physique que la dite matière, qui, nous le savons au moins depuis Einstein et Poincaré, est une forme condensée d'énergie et n'est pas le contenant de quelque chose de plus fondamental que serait cette énergie, mais en est une manifestation. Cette dite matière, donc, dans laquelle nous sommes immergés tels des scaphandriers, n'existe pas en tant que telle. Elle s'actualise par le truchement de nos sens au contact de notre conscience. Ce ne peut donc pas, comme le veut la logique, toujours cette même énergie qui serpente dans le lobe frontal sous la boîte crânienne, être notre cerveau, constitué de la dite matière, qui soit le siège de notre conscience. Comme l'avancent les pionniers de la physique quantique, Eugène Wigner, prix Nobel de physique, Erwin Schrödinger, John von Neumann, David Bohm, Roger Penrose, prix Nobel, et les chefs de file de l'actuel tels Yakira Aronoff, Hervé Svirn et Carlo Rovelli, il existe un lien essentiel entre la matière et la conscience. Comment savons-nous si nos expériences sont réelles ? C'est une question philosophique séculaire, qui a été explorée dans des films comme Matrix et La 13e dimension. Imaginez que vous êtes connecté à un super ordinateur avancé, qui envoie des signaux à votre cerveau pour vous faire croire que vous vivez votre vie normale. Et pendant tout ce temps, vous êtes en fait assis dans un laboratoire connecté à un ordinateur. Et c'est tellement réaliste, tellement identique au monde réel, que vous ne pouvez pas faire la différence entre la simulation et vos propres expériences de la vie réelle. La question est, en ce moment, comment savez-vous si vous êtes dans une simulation ou pas ? Ou si l'une de vos expériences s'est réellement produite ? Cette idée est connue sous le nom d'hypothèse de simulation. Elon Musk pense que ce n'est pas seulement possible, mais qu'il est très probable que nous vivons dans une simulation. Et sa logique est la suivante. Tout d'abord, l'univers a 13,8 milliards d'années. Mais la civilisation humaine telle que nous la connaissons n'a que 10 000 ans environ. Deuxièmement, il y a 40 ans, nous avions des jeux vidéo comme le jeu Pong, ce qui était essentiellement 2 rectangles mobiles et un point. Mais aujourd'hui, nous avons des graphismes 3D photoréalistes immersifs, avec des millions de personnes qui jouent à tout ça en même temps. Et ça ne fait que s'améliorer d'année en année. Troisièmement, si nous supposons un taux d'amélioration quelconque, même une amélioration de 1% par an, nous devrions atteindre un point où nous ne pouvons pas faire la différence entre ces simulations et la réalité. Ça pourrait arriver dans 100 ans, ça pourrait arriver dans 1000 ans.
Mais dans tous les cas, il est presque certain que sur un délai suffisamment long, nous finirons par atteindre ce point. C'est peut-être la singularité technologique, à moins que quelque chose ne nous empêche d'y arriver, comme une extinction, l'apocalypse. Quatrièmement, si jamais nous acquérions la technologie pour créer une simulation, nous serions alors en mesure de créer de très nombreuses simulations. Et donc si vous acceptez ces 4 points, alors en ce moment, nous vivons dans l'une des 2 chronologies possibles. Dans la première chronologie, nous vivons dans le monde réel, ou ce qu'Elon Musk appellerait la réalité de base. Dans ce scénario, nous vivons dans une chronologie où nous n'avons pas encore construit de simulation, et à mesure que notre technologie continue de s'améliorer, si nous ne construisons pas de simulation, c'est forcément parce que quelque chose de très grave se produit qui nous empêche d'y arriver, comme les dommages environnementaux ou un conflit nucléaire par exemple. La deuxième chronologie possible est que nous finirons par créer une simulation. Et si nous en construisons une, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas créer plus d'une simulation, peut-être même des centaines ou des millions d'entre elles. Ce qui signifie qu'il y aurait un nombre beaucoup plus élevé de réalités simulées que de réalités non simulées. Le fait est qu'à l'heure actuelle, de notre point de vue actuel, il est impossible de dire dans laquelle de ces 2 chronologies nous vivons réellement. On a l'impression de vivre dans les années 2020, mais nous pourrions tout aussi bien être dans l'année 35 000 branchés sur un ordinateur si avancé qu'il peut recréer toutes les expériences que nous voyons et ressentons tout autour de nous, un petit peu comme dans Assassin's Creed. Et comme il n'y a qu'une seule réalité de base, les chances que nous vivions dans l'un des millions de mondes simulés sont bien plus élevées que les chances que nous vivions dans le monde réel. Et si nous sommes dans une simulation, alors qui ou quoi l'exécute et pourquoi ?